Le silence d'Élise. Élise avait 36 ans, mariée depuis 12 ans à Mathieu, un homme bon, respecté, fidèle. Elle vivait dans une belle maison, 2 enfants, une routine calme. Tout semblait parfait. Mais derrière cette façade, quelque chose manquait. Le soir, quand elle s'asseyait seule dans le salon, après avoir couché les enfants, un vide l'envahissait. Elle regardait son mari lire, son visage tranquille, mais elle ne ressentait plus rien. Pas de colère, pas de désir, pas d'amour. Juste une distance, un abîme. Elle se disait: je devrais être heureuse. Je le suis, non? Mais la réponse ne venait jamais. Un jour, lors d'un atelier d'écriture auquel elle s'était inscrite pour sortir un peu de la maison, elle rencontra Claire. Elle avait 39 ans, une voix douce, une manière de parler qui faisait vibrer l'air. Claire parlait peu, mais ses silences étaient vivants. Et dans ces silences, Élise sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais senti chez un homme, les regards évités. Au début, ce n'étaient que des regards, des conversations longues, des éclats de rire partagés, puis des messages tard le soir, des textes pleins de sous-entendus, mais jamais clairs. Élise résistait. Elle se disait: ce n'est pas réel, je suis juste perdue. Mais un soir, après une séance d'écriture, Claire lui prit la main. Rien de plus, juste sa main. Élise ne dormit pas cette nuit-là. Pas à cause de la culpabilité, mais à cause de la paix étrange qu'elle avait ressentie. Les semaines passèrent. Un jour, Claire lui dit simplement: je ne veux rien briser, mais je ne peux pas mentir non plus. Et dans un moment suspendu, dans une chambre d'hôtel à 2 rues de l'atelier, Élise céda à ce qu'elle gardait en elle depuis des mois. La déchirure. Ce n'était pas un feu. C'était une lumière douce, une présence qui lui parlait autrement. Avec Claire, Élise se sentait regardée pour ce qu'elle était vraiment. Elle riait, elle tremblait, elle vivait. Mais le mensonge pesait. Chaque retour à la maison était une trahison silencieuse. Mathieu, de son côté, ne disait rien, mais il observait. Un jour, il lui demanda: est-ce que tu es heureuse, Élise? Elle ne répondit pas. Ses yeux le trahissaient. Il trouva les messages. Il ne cria pas. Il partit 3 jours, puis revint, et lui dit simplement: tu as le droit de chercher ce que tu ressens. Mais moi aussi, j'ai le droit de ne plus rester dans ce mensonge. Après la tempête, le divorce se fit dans le calme. Les enfants souffrirent bien sûr. Mais Élise leur parla avec vérité. Elle ne justifia rien. Elle dit: j'ai fait un choix qui a blessé, mais c'était un choix que je portais depuis longtemps. Avec Claire, ce ne fut pas un conte de fées. Il y eut des tensions, des peurs, des ruptures, des retrouvailles. Mais Élise apprit à s'écouter, à ne plus vivre pour faire plaisir, mais pour être en accord avec elle-même. Des années plus tard, dans un café, une jeune femme lui demanda si elle regrettait ce qu'elle avait fait. Elle sourit doucement, les yeux pleins de souvenirs, et répondit: je regrette d'avoir menti, pas d'avoir aimé. Ce qu'elle a transmis. Le temps avait passé. Élise avait maintenant 48 ans. Les enfants étaient grands. Mathieu s'était remarié et ils avaient trouvé un équilibre dans la distance. Il ne lui en voulait plus. Ou peut-être que le pardon avait simplement pris la place de la rancune. Claire et Élise n'étaient plus en couple. Leur amour avait été beau, vrai, intense, mais aussi trop fragile pour durer toute une vie. Elles s'étaient quittées sans drame, juste avec tendresse et respect. Je suis entrée dans ta vie pour te réveiller, pas pour t'endormir, avait dit Claire, un jour d'automne, les yeux pleins de larmes et de lumière. Élise vivait seule maintenant, dans une petite maison près de la mer. Elle avait ouvert un petit centre d'écriture et de parole. Elle accueillait des femmes, des mères, des adolescentes perdues, des épouses étouffées. Elle ne donnait pas de conseils. Elle écoutait. Et parfois, elle lisait à voix haute quelques lignes tirées de son carnet. On peut vivre des années sans se voir vraiment dans le miroir. Mais un jour, un regard, un geste, une faille, et tout ce qu'on avait enfoui remonte. Aimer n'est pas un crime. Se trahir soi-même, oui. Une jeune fille lui demanda un jour: et vous, madame, vous avez déjà été heureuse? Elle sourit, regarda la mer et répondit: oui, pas tout le temps, pas comme dans les films, mais j'ai eu des moments, des vrais, et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me cacher. C'est ça, le vrai bonheur. Et dans ce silence, on sentait que tout ce qu'elle avait vécu, la douleur, la faute, l'amour, la perte, avait fait d'elle une femme complète. Pas parfaite, mais libre. Les lettres d'Élise. Un jour, Élise sentit que le temps se resserrait. Ce n'était pas une maladie, ni une douleur physique.
juste une intuition. Comme si le vent avait changé, comme si son corps, doucement, lui disait ⁇ Il est temps de poser ce que tu sais pour celles qui viendront après ⁇ Elle prit alors un cahier, relié de cuir, qu'elle n'avait encore jamais utilisé, et elle écrivit. Pas une autobiographie, pas un journal, mais des lettres à ses enfants, à Claire, à Mathieu et à elle-même. À son fils, elle écrivit « Tu seras peut-être un homme qu'on aimera ou qu'on trompera. Je ne peux pas t'éviter les douleurs de l'amour. Mais promets-moi une chose, n'aime jamais une femme comme on aime une habitude. Regarde-la chaque jour comme si tu ne la connaissais pas encore. » À sa fille. On te dira que l'amour doit suivre une route droite. Mais les cœurs, ma fille, savent danser sur les courbes. Si un jour tu ressens une chose que tu ne comprends pas, écoute-la. Ne la juge pas. Elle est peut-être là pour te libérer. Tu as été mon orage et mon abri. Tu as osé m'aimer quand moi-même, je ne savais pas encore m'aimer. Merci. Je ne t'oublierai jamais. Et à Mathieu. Je t'ai blessé, mais tu m'as aimé dans un monde où je m'étouffais. Tu as été un bonhomme. Ce n'est pas toi que je fuyais. C'était le silence que j'avais en moi. Pardonne-moi d'avoir cherché la lumière ailleurs. Enfin, à elle-même, elle écrivit une dernière lettre. Elle la posa sur la table de nuit. Elle disait « Élise, tu as vécu, tu as aimé, tu as failli, mais tu n'as pas menti jusqu'au bout. Tu es revenu à toi, et c'est cela, ta victoire. » Quelques semaines plus tard, elle s'éteignit dans son sommeil, paisiblement. Ses enfants trouvèrent le cahier. Ils le gardèrent. Un jour, ils le publieront peut-être. Mais pour l'instant, ils se contentent de vivre avec cette pensée. Notre mère n'était pas une femme parfaite, mais elle était vraie. Et ça, c'est plus rare que l'or. Ce qu'elle a laissé en nous. Des mois ont passé depuis le départ d'Élise. La maison près de la mer est restée intacte. Personne n'a osé y toucher. On y entend encore le bruit des vagues qui frappent doucement les murs, comme si elle venait chercher quelque chose qu'elle a laissé derrière. Un jour, sa fille, Jeanne, revient. Elle marche lentement dans le jardin envahi d'herbe haute. Elle ouvre la porte. L'odeur est la même, celle du thé, des vieux livres et du linge propre. Sur la table, un cahier. À l'intérieur, une page arrachée, pliée en deux. Elle y lit « À celle qui lira ceci après moi, sache que l'amour ne nous rend pas toujours heureux, mais il nous rend vrais. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour ne pas mourir à l'intérieur. » Élise. Dans la ville, Claire vit encore. Elle ne parle jamais d'Élise, mais dans sa boutique de livres anciens, une photo est accrochée au mur. Une photo discrète, en noir et blanc, d'une femme qui regarde la mer. Quand on lui demande « Qui est-ce ?» Claire répond simplement « Une femme qui m'a appris à me choisir. » Et Mathieu, lui, parle parfois d'Élise à ses petits-enfants. Il ne dit jamais « Ta grand-mère m'a trompé ». Il dit « Elle avait un monde en elle que je n'ai pas su voir. Mais elle était honnête à sa manière. Et elle vous a laissé une chose précieuse, le droit d'être vrai, même si ça dérange. » Aujourd'hui, Élise n'est plus là, mais son nom circule encore. Dans les histoires que ses enfants racontent. Dans les lettres que d'autres femmes écrivent à elles-mêmes en secret. Dans les silences que certaines décident enfin de briser. Et peut-être que c'est ça, le plus grand amour. Aimer une seule fois, mais tellement fort, que même le silence se souvient. La maison aux fenêtres ouvertes. Des années ont passé. La mère n'a pas changé. Elle murmure encore les secrets que le monde oublie. La maison d'Élise, laissée vide depuis son départ, a été rachetée par une jeune femme prénommée Anaëlle, écrivain en quête de silence. Elle ne savait rien de la précédente propriétaire. Mais dès qu'elle posa le pied dans le jardin, elle ressentit une paix étrange, comme si quelqu'un lui murmurait « Tu peux rester, tu es chez toi ». En rangeant l'ancienne bibliothèque, Anaëlle trouva une boîte en bois. À l'intérieur, des bouts de lettres, des photos d'atelier, un collier brisé et une clé. La clé d'un tiroir. Elle l'ouvrit. Un carnet. Sur la première page, en majuscule écrit à l'encre noire, pour celles qui ont aimé en silence. Chaque page était une confession, un éclat de vie, un cri retenu. Des fragments de femmes qui avaient été écoutées par Élise. Des femmes comme elle, comme toi, comme tant d'autres. Anaëlle, bouleversée, décida de ne rien modifier. Elle composa un livre. Elle le publia sous le nom « Le silence d'Élise ». Ce livre fit le tour des foyers, des écoles, des bibliothèques, des prisons, des mosquées, des églises. Pas parce qu'il choquait,
mais parce qu'il disait doucement ce que beaucoup n'osaient penser à voix haute. Un jour, dans une conférence, une adolescente leva la main et demanda: Est-ce que ce livre est une histoire vraie? Anaël répondit sans hésiter: Je ne sais pas si tout est vrai, mais je sais que tout est sincère. Et parfois, la sincérité guérit plus que la vérité. Et dans un petit village, au bord d'une mer discrète, une maison aux volets bleus garde encore ses fenêtres ouvertes, non pour faire entrer le vent, mais pour laisser sortir ce que tant de femmes, depuis Élise, ont enfin osé dire. Les voix qui naissent du silence. Un soir d'hiver, dans une ville lointaine, une jeune femme nommée Sabrina entra dans une librairie sans savoir pourquoi. Elle fuyait. Une rupture. Une famille qui ne comprenait pas. Une part d'elle-même qu'elle n'osait plus regarder. Sur une étagère basse, son regard tomba sur un livre. Le silence d'Élise. Elle ne connaissait pas ce nom, mais quelque chose dans ce titre lui parlait. Elle l'acheta sans réfléchir. Elle le lut en une nuit. Elle pleura. Pas de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois, elle ne se sentait plus seule. Les phrases d'Élise résonnaient en elle comme si elles avaient été écrites pour elle, pour ses choix, pour ses erreurs. Le lendemain, Sabrina écrivit sa première lettre à une femme qu'elle aimait en secret depuis des mois. Pas pour lui demander quoi que ce soit. Juste pour dire: Tu m'as fait me sentir vivante, et je ne veux plus cacher ma lumière, même si elle dérange. Cette lettre fut le début de sa libération. Quelques semaines plus tard, Sabrina lança une initiative en ligne: Écrire comme Élise. Des milliers de femmes commencèrent à partager leurs lettres, certaines à leur mère, d'autres à leurs amantes, beaucoup à elles-mêmes. Des lettres d'amour, de pardon, de colère, de renaissance. On les lisait dans les trains, on les murmurait dans les hôpitaux, on les affichait dans les collèges, on les étudiait même en classe de philosophie. Et partout, dans le cœur de ces femmes, une même phrase revenait: Je pensais être la seule. Mais Élise a allumé une lumière dans ma nuit. Et maintenant, je peux marcher sans avoir honte de qui je suis. Car Élise, en quittant ce monde, n'a pas disparu. Elle est devenue une voix. Pas une voix forte, pas une voix célèbre, mais une voix intérieure. Celle qui dit doucement: Tu as le droit d'exister. Même en dehors des cadres. Même quand ça fait peur. Même quand on ne t'attend pas là. Ceux qui se souviennent. Les années ont filé comme le vent. Élise n'est plus qu'un prénom dans la mémoire de ceux qui l'ont connue. Mais son absence est pleine de présence. Jen, sa fille, est devenue professeure de lettres. Elle enseigne à ses élèves bien plus que la grammaire. Elle leur parle du courage de dire, de la force du doute, du droit de ne pas entrer dans une case. Chaque début d'année, elle lit à voix haute un extrait du livre de sa mère. Aime, même si ça fait mal. Dis, même si ta voix tremble. Et marche, même si tu ne sais pas encore où tu vas. Ses élèves ne savent pas toujours que ce texte vient d'Élise. Mais ils sentent qu'il vient de quelque part vrai. Lucas, le fils d'Élise, a longtemps refusé de parler d'elle. Il avait honte. Honte que sa mère ait quitté son père. Honte qu'elle ait aimé une femme. Honte de l'avoir vue faible. Mais un jour, il est devenu père à son tour. Et face au regard pur de sa propre fille, il a compris. Il a rouvert le carnet. Il l'a lu doucement entre deux silences. Et il a pleuré. Longtemps. Puis il a dit à voix haute, seul dans la pièce: Maman, je ne t'ai pas comprise. Mais aujourd'hui, je t'honore. Tu as vécu debout, même quand tout autour de toi voulait que tu t'écrases. Claire, elle est vieille maintenant. Elle vit dans une maison au bord de la mer, comme celle d'Élise. Elle ne parle plus beaucoup, mais parfois, le soir, elle se met à écrire encore. Des lettres jamais envoyées, des souvenirs. Elle dit parfois à ses proches: Je n'ai aimé qu'une seule femme. Mais je l'ai aimée comme on aime un pays qu'on n'a jamais quitté, même quand on l'a laissé. Et dans les rues, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les maisons perdues, dans les carnets secrets de femmes qui n'osent pas encore parler, une phrase revient, toujours la même.